Alors, les deux premiers cours, nous avons parlé de réel, réalité, qui suis-je, que suis-je. Bien sûr, on a parlé du développement personnel, c'est l'objet de ce cours. Et on a rappelé, ou on a clarifié ce dont on parle quand on parle de développement personnel. Et donc, il s'agit de développer, de se développer en tant que personne, en tant qu'être humain, de développer l'individu que nous sommes. Du coup, une question s'impose, évidemment, c'est la question « qui suis-je » Si je dois me développer en tant qu'individu, en tant que personne, ben, qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Qui suis-je réellement? Et nous allons clarifier ces définitions et voir le périmètre de ces questions. On a proposé des réponses globales objectives sous un modèle 4 cadrans inspiré de Ken Wilber. Et on a proposé aussi une démarche pour permettre à chacun de découvrir les réponses à ces questions. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le vrai, le réel, quelle différence y a-t-il? Eh bien, il y a des différences, bien sûr. Le réel, on va parler de réel, là en l'occurrence dans cette illustration, de réel objectif lié à l'objet, c'est-à-dire le cylindre, représenté dans cette image comme un cylindre. Voilà ce qui est réel. Et on va considérer le cercle qui est projeté sur une paroi ou le carré qui est projeté sur une autre paroi comme étant vrai, puisqu'elle est vraie compte tenu de la posture qu'on peut avoir, de la position qu'on peut avoir pour observer le cylindre. Si on est dans l'axe du cylindre, on va voir un rond, bien sûr. Si on est perpendiculaire à l'axe, on va voir un carré. Ces deux propositions sont vraies, sachant que ça parle du cylindre, l'objet en réalité qui est le cylindre. Donc, la définition proposée pour le réel, c'est qui appartient à la nature, qui a lieu en tant que processus physique, qui existe d'une manière autonome, qui n'est pas le produit de la pensée. Donc le réel, c'est quelque chose qui existe, qui se produit effectivement, qui n'est pas le produit de l'imagination. La réalité, on va voir qu'il y en a plusieurs formes, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Donc là, ça va au-delà, la réalité, ça va même au-delà de la réalité physique. Ça va au-delà de la réalité de ce qui appartient à la nature. Et la vérité, c'est la correspondance entre une proposition, une explication, une représentation et la réalité à laquelle cette proposition réfère. C'est la raison pour laquelle on dit que le rond est vrai, puisqu'elle correspond au cylindre quand on se place dans l'axe du cylindre, et le carré est vrai aussi parce que ça correspond au cylindre, à la réalité objective du cylindre, quand on se place sous un autre angle. Donc, la notion de réel, de réalité, est quand même au cœur du sujet. Hein, si on se pose la question de développement personnel et de se développer, la question en se posant étant « qui suis-je ?» il convient de clarifier hein, ce qu'est la réalité, qui suis-je réellement. Il y a un grand débat sur le réel. Le réel existe-t-il indépendamment de nous? Il y a un débat philosophique qui dure depuis des millénaires. Et pour le trancher par rapport à ce cours, pas entrer dans des considérations physiques, métaphysiques et philosophiques, je postule que le réel existe et qu'il existe en dehors de soi, indépendamment de ce qui pourrait l'observer ou le représenter. Ce qui nous amène à clarifier trois formes de réalité. La réalité objective, objet de ce postulat, c'est qui existe en dehors de soi, en tant qu'objet, indépendamment de la capacité de le percevoir, de le décrire ou de le représenter. Même si nous ne sommes pas là pour le voir, pour l'appréhender, pour le décrire, ben, il existe quand même. Il y a une réalité subjective attachée au sujet et qui n'existe qu'à travers un sujet, à travers les êtres humains, par exemple, qui ont cette capacité cognitive de représentation, d'abstraction. Et cette réalité subjective est une réalité objective, c'est-à-dire qu'elle a une existence réelle en soi. Mais la réalité subjective, elle, de fait, attachée au sujet, n'existe qu'à travers le sujet. Donc la réalité subjective est une réalité objective, la notion de réalité subjective est une réalité objective parce qu'on l'observe chez tous les sujets, mais elle a ce caractère subjectif dans ce sens qu'elle n'existe que pour chaque sujet. Chaque sujet a sa réalité subjective. Et on a mis en lumière l'existence de réalités intersubjectives, ces croyances partagées par un grand nombre de sujets, et qui n'existent que dans la mesure où un nombre suffisant d'individus partagent les mêmes croyances,
se font les mêmes représentations, et de cela découlent des artefacts, c'est-à-dire des constructions matérielles, objectives, physiques, qui découlent de ces croyances intersubjectives, comme la monnaie pour l'argent, la notion d'argent, pas le métal, hein, la notion d'argent, c'est une notion qui n'existe que dans le fait que les gens croient que les pièces de monnaie ou les billets de banque ont de la valeur, et de la valeur en ce sens qu'ils vont pouvoir l'échanger contre des biens et des services. Les drapeaux qui symbolisent les pays, ça n'existe que parce qu'on a la conception de l'existence d'un pays, de frontières. Les passeports, les douanes, les institutions, en fait, il y a beaucoup d'artefacts qui reposent sur l'existence de réalités intersubjectives, mais ces réalités intersubjectives qui n'existent qu'à travers l'intersubjectivité, justement, des êtres humains. Si on s'arrête de croire dans quelque chose, si tout le monde s'arrête de croire dans quelque chose, ben, cette réalité intersubjective va disparaître. Tant qu'il y a des gens qui croient qu'une frontière existe et que d'un côté c'est un pays et de l'autre côté c'est un autre pays, cette frontière existe, mais sinon ça n'existe pas. Ça n'a pas d'existence en soi, en dehors de soi. Ça n'a pas d'existence en dehors de l'intersubjectivité des individus. Alors, le lien que nous avons avec le réel, c'est-à-dire la réalité du monde et de moi-même, objectivement, se fait à travers des représentations subjectives que nous nous faisons du monde et de nous-mêmes. Et ces représentations subjectives ne sont pas réelles, dans le sens qu'elles n'ont pas de réalité objective. On voit bien qu'il y a deux choses différentes. Réalité objective, le stylo, la réalité subjective, l'image, la représentation, le sens que je donne au stylo. Comment accéder au réel objectif? Première chose à noter, c'est qu'on n'y accède jamais totalement. Puisque de toute façon, nous sommes en lien avec le réel objectif, le stylo, qu'à travers la représentation que je peux m'en faire. Donc ça va être une relation. Je vais y accéder que partiellement. Je ne peux voir le stylo d'un côté, mais je peux faire le tour, Prenez l'exemple de la planète, la Terre est ronde, mais en fait non, elle n'est pas ronde, elle est sphérique. Avant, on croyait qu'elle était plate. Ça évolue, ça va évoluer en fonction des techniques, de mes connaissances, de mes moyens technologiques pour voir, observer, décrire. Mais je m'accède totalement à la totalité de l'existence de l'objet. Mais on peut s'en rapprocher. Comment? En confrontant les représentations que je me fais de cette réalité objective à la réalité, en les confrontant à travers l'expérimentation. La démarche scientifique est un moyen comme ça. Je me représente les choses, j'élabore une théorie, un modèle, je construis, ce modèle va me permettre de faire des prédictions, je construis une expérience pour vérifier que ce que j'ai prédit se produit réellement. J'observe, je mesure, je vérifie, les mesures par rapport au calcul, si ça correspond. Donc là, je vais pouvoir dire que effectivement, la représentation que je me fais du réel et du phénomène correspond, jusqu'à preuve du contraire, à la réalité, au réel. Alors, du coup, on distingue trois niveaux de réel. Le réel inaccessible, ce qui est au-delà du monde observable, de l'univers observable, et à l'intérieur de l'univers observable, on distingue le réel connu, donc ce que l'on peut observer et dont les modèles de représentation ont été validés à la confrontation au réel à travers l'expérimentation. Et puis, on a le réel inconnu, donc ce que l'on peut observer, qu'on voit, mais dont les modèles de représentation n'ont pas été validés, et qui n'ont du coup qu'un statut d'hypothèse, avec un degré de probabilité plus ou moins élevé. Comment accéder au réel subjectif? Puisque la réalité subjective appartient au sujet, je ne peux y accéder qu'à travers le sujet. Autrement dit, je ne peux y accéder qu'avec le questionnement. Et des réponses que je vais obtenir, je vais m'en faire ma représentation, ma réalité subjective, à travers mon interprétation. Donc la réalité subjective, c'est important de comprendre ça, qu'on y accède par les questions et l'interprétation, que ces deux mécanismes sont en jeu, pour comprendre qu'en fait, la communication entre les êtres humains, c'est deux réalités subjectives qui se confrontent, et pour communiquer, clairement, ça va consister à faire correspondre
la représentation de l'un à celle de l'autre. Et pour ça, faut que ça va faire des allers-retours. Comment tu vois les choses? Moi, je vois comme ça. Et pour s'assurer qu'on a bien compris, qu'on s'est bien exprimé, etc. Voici quelques questions qu'on peut se poser dans le cadre de l'exploration, pour accéder au réel subjectif de l'autre. C'est comment te sens-tu, que penses-tu, que vois-tu, qu'entends-tu, qu'es-tu en train d'imaginer, que comprends-tu? Voilà, quelques exemples de questions. Ensuite, nous avons aussi proposé un modèle qui permet de répondre à la question « Qui suis-je » Ce modèle, qui sous forme de 4 cadrans, avec une approche individuelle et collective d'un côté et une approche extérieure et intérieure de l'autre côté, qui répond aux questions qu'est-ce qui me constitue, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je manifeste. Et on voit que d'un point de vue individuel et extérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est objectif dans le sens c'est une réalité qui va être la même pour tout le monde, puisque c'est attaché à l'objet. Notre corps, notre cellule, notre cerveau, nos cellules, nos phénomènes biologiques, nos comportements. Et nous sommes ça. Voilà une réponse à la question « Qui suis-je » ou là plutôt « Que suis-je » On peut répondre toutes ces réponses-là. Et on peut aussi aborder la question d'un point de vue intérieur, individuel intérieur. Et là, c'est plutôt subjectif, puisque celle-là, du coup, c'est attaché au sujet. Et ce que je suis intérieurement de façon subjective, ce sont mes sensations, mes émotions, mes pensées, mes intentions, tout mon mental, mes croyances, l'image que j'ai de moi-même et du monde. Voilà pour ce qui est sur la part individuelle, 2 façons de répondre à la question « Qui suis-je, que suis-je » Ça va plutôt être « Que suis-je » du côté objectif et « Qui suis-je » du côté subjectif. Mais nous sommes un animal social, hyper social. Et nous sommes aussi en lien et en interaction avec notre environnement. Et nous sommes construits, influencés, constitués de ces interactions. Et dans une dimension interobjective, c'est-à-dire collective et extérieure, nous sommes en lien et nous interagissons et sommes construits par la famille, par le cadre social, par les systèmes, les lois, les règles, les institutions, les communautés sportives, associatives, religieuses. Voilà la partie collective et extérieure, interobjective, qui nous constitue, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et de la même façon, on a au niveau collectif, mais du côté intérieur, nous sommes dans notre dimension intersubjective en adhérence ou en opposition, en réactance à la réalité intersubjective dans laquelle nous évoluons. Et la culture, les valeurs, la morale, les traditions, les croyances collectives, les religions. Et là, les religions en termes de croyances. D'un point de vue interobjectif, on va parler des artefacts, des communautés, on va parler des temples, des églises, des mosquées. D'un point de vue intersubjectif, on va parler des croyances, on va parler du christianisme, du judaïsme, de l'islam, en termes de croyances. Donc vous voyez, il y a ces 4 facettes. On voit bien qu'un être humain, c'est très complexe. C'est très complexe. Et voici une représentation qui permet d'avoir des pistes, des éléments de réponse aux questions « Qui suis-je, que suis-je » Sachant que nous sommes ce que nous sommes. Nous faisons chacun l'expérience de la vie à travers la singularité que nous représentons. Cette expérience que nous faisons, elle est unique à chacun. Il n'y a pas... il y a quelque chose qui nous constitue, qui fait que nous sommes singuliers dans notre essence, ce que moi j'appelle dans notre être essentiel. Voilà, nous sommes toute cette dimension, on va dire peut-être 5 dimensions, ces 4 dimensions intérieure, extérieure, individuelle, collective, et puis cette 5e dimension au niveau de l'essence, qu'il y a de plus profond, de plus essentiel dans ce que nous sommes. Alors, puisque nous sommes en lien avec le réel objectif à travers les représentations subjectives que nous nous faisons du monde et de nous-mêmes, la question qui se pose,
qui s'est posée et à laquelle nous avons commencé à donner des éléments de réponse, c'est comment sont produites nos représentations? Comment je construis à chaque instant les représentations que je me fais? Et nous avons décrit le processus de création de représentation. Ça a été l'objet du 3e cours. Alors, à la question comment sont produites mes représentations, nous avons eu des éléments de réponse avec ce neuroscientifique Anil Seth, qui, dans cette intervention, notre cerveau hallucine notre réalité consciente. On a pu voir ce que neurologiquement, physiologiquement, comment ça fonctionnait. Sachant que le monde extérieur est neutre, n'a pas de couleur, n'a pas de son. Nous le représentons à travers les stimulations que nous avons de l'extérieur. Et donc, Anil Seth a expliqué, décrit tout ça. Vous pourrez revoir la vidéo si ça vous intéresse. Et maintenant, posons-nous la question, quels éléments de réalité de ce que nous sommes participent à ce processus interne de création de représentation? Nous avons tiré le fil. On est parti du monde. Le monde extérieur, le monde réel. Et quel est le contact que nous avons avec le monde? Le premier contact, premier impact que le monde a sur nous, eh bien, c'est à travers nos sens. On est en contact sensible avec le monde à travers nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. J'en rajoute un 6e pour englober tous ceux qui ne font pas partie de cela. De ces stimulations sensorielles, nous allons les traiter à travers notre système nerveux. Et notre système nerveux va donc produire ces représentations à travers un processus interne. Là, pour l'instant, je le décris comme ça, je le symbolise comme ça. Je vais rester vague là-dessus. Je vais être plutôt empirique. Pas scientifique, c'est plutôt le travail des neuroscientifiques d'expliquer les mécanismes précis. Mais là, en fait, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a effectivement quelque chose dans notre système nerveux qui va produire les représentations que nous faisons à partir des stimuli que nous avons de l'extérieur. La réponse à la question « Quel impact le monde a-t-il sur moi ?» eh bien, nous pouvons dire qu'il m'impacte sous forme de représentation. Vous voyez, le monde, je suis en contact avec le monde à travers mes sens, qui traite les stimuli sensoriels à travers mon système nerveux, qui passe par un processus interne qui va produire des représentations. Et finalement, l'impact du monde sur moi, c'est les représentations que je me fais du monde. Et ces représentations sont provoquées par cet impact avec le monde à travers mes sens, mais je peux aussi produire des représentations indépendamment du stimuli extérieur. Je peux voir un citron, mais je peux aussi imaginer un citron. Souvenez-vous, je vous ai fait faire un petit exercice de visualisation dans ce sens-là. Donc voilà la réponse à la question « Quel impact le monde a-t-il sur moi ?» Ce sont les représentations que je me fais. Comment sont produites mes représentations? Eh bien, ce qui participe à ce process, ce sont mes conditionnements, mes souvenirs, mes héritages, mes blessures, mes peurs, ma biologie. Donc, mes représentations sont produites sous l'influence de ce que je suis, de ce qui me constitue, de ce qui m'a construit, de ce que je porte. Souvenez-vous de la représentation 4 cadrans qu'on a vue, on y retrouve là un certain nombre d'éléments. Tout ça, ça participe à la façon dont je vais me représenter les choses. Je ne vais pas me comporter de la même façon si je trouve un bout de papier par terre, dans la rue, non, ou si j'ai un bout de papier. Moi, je peux le jeter par terre dans la rue, ou je peux dire non, je vais pas le jeter par terre, je vais le jeter dans une poubelle, ou si je ne trouve pas de poubelle, je le ramène chez moi, je fais quoi de ma poubelle, je trie mes déchets, je ne les trie pas. Oui, tout ça, ça va dépendre de mes habitudes, ça va dépendre de mes conditionnements, ça va dépendre de ma culture, du pays dans lequel je vis, des infrastructures dans lesquelles je vis. S'il n'y a rien pour trier les déchets dans mon pays, je ne vais pas les trier. Les gens chez eux ne vont pas les trier. Ça nécessite une interaction, une infrastructure avec le monde extérieur. Et la façon dont je me crée mes représentations est aussi sous l'influence des représentations que je me fais de mon environnement, aussi bien
celle que je me fais à partir des stimuli extérieurs que celle que je me fais à partir de mes représentations. On a une capacité d'abstraction et de représentation qui fait que ça contribue aussi à la façon dont on se représente les choses. On peut se faire des films, on peut se raconter des histoires par rapport à des choses qui n'existent pas, mais on le fait constamment d'ailleurs. Quel impact mes représentations ont-elles sur moi? Eh bien, en fait, elles vont provoquer des réactions. Mes représentations provoquent mes réactions émotionnelles, physiologiques, comportementales. Et vous voyez, le monde m'impacte à travers les représentations que je me fais du monde. Représentations qui m'appartiennent, c'est moi qui me les fais, c'est ma réalité subjective. Même si la réalité objective, le monde est tel qu'il est, chacun se fait une réalité subjective du monde. Donc mes réactions ne dépendent que de mes représentations. Parce que je ne suis en lien avec le monde qu'à travers les représentations. Mes réactions ne dépendent pas de ce qu'il y a dans le monde. Mes réactions dépendent des représentations que je me fais en lien avec le monde. Ça, c'est une chose très importante à prendre en note et à comprendre, c'est que mes réactions ne dépendent que de mes représentations, car je suis en lien avec le monde exclusivement à travers mes représentations. Ce qui veut dire que mes réactions, ce qui veut dire que mes réactions m'appartiennent à 100%. Les événements sont neutres. Les événements sont neutres. Pour preuve, un même événement ne va pas provoquer la même réaction chez deux individus différents. Le même événement. Il pleut, c'est triste pour les touristes qui ne peuvent pas aller bronzer à la plage, c'est joyeux pour les agriculteurs qui voient leurs champs arrosés gratuitement. C'est la même pluie pour tout le monde. Ça ne provoque pas la même réaction selon les sujets. D'où ma réaction m'appartient à 100%. Les événements sont neutres. Maintenant, on a vu comment le monde m'impacte, à savoir, je suis impacté par le monde à travers les représentations que je vais m'en faire. Maintenant qu'on a vu comment mes représentations m'impactent moi, ce qu'elles provoquent chez moi, eh bien, ça provoque mes réactions émotionnelles, physiologiques, comportementales. La question suivante, c'est quel impact mes représentations ont-elles sur le monde? Eh bien, ce sont justement mes réactions qui impactent le monde. Les représentations, ça appartient à la réalité subjective. C'est comme dans le monde des idées, c'est comme dans la noosphère. Ça n'a pas de réalité objective. En revanche, ce qui a une réalité objective et qui est en lien direct avec le monde, c'est ce que je suis, c'est mon corps, c'est ce que je fais, ce sont mes comportements. Et donc, mes réactions impactent le monde. Et vous voyez qu'on a un système circulaire. C'est le monde a comme impact sur moi les représentations que je me fais à partir des stimuli que j'ai à travers mes sens et surtout à partir de ce processus interne de représentation. Mes représentations provoquent mes réactions et mes réactions impactent le monde. Et ça circule, ça tourne. Et mes réactions me parlent de moi-même. Ça, c'est un aspect très important. Mes réactions me parlent de moi-même parce que, nous l'avons vu, mes réactions, elles dépendent à 100% de mes représentations. Même si elles ont été la conséquence d'un impact avec le monde extérieur, mes réactions dépendent à 100% de mes représentations. Ce qui veut dire que mes réactions vont me donner des indices sur la façon dont je construis mes représentations. Elles me parlent de moi-même. Elles me donnent des indices sur la façon dont je construis mes représentations. Et comment accéder à qui je suis, ce que je suis réellement? Grâce à mes réactions. Puisque je vais accéder à la réalité de ce que je suis à travers la réalité de ce que je vis et de comment je le vis. Ça, c'est très important. Faire du développement personnel,
comprendre ça, ce mécanisme, c'est essentiel, puisque on a là des clés qui vont vraiment nous permettre de répondre à la question qui suis-je, que suis-je. Et qui suis-je, c'est-à-dire quelle conception et quelle image j'ai de moi-même, je vais avoir des éléments de réponse à travers la mise en lumière des représentations que je me fais de moi-même. En clarifiant l'image que j'ai de moi-même, la représentation que j'ai de moi-même, c'est là, elle est là la réponse à la question qui suis-je. Et il y a la réponse à la question que suis-je, ben c'est qu'est-ce que je porte, qu'est-ce qui me constitue, qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce qui m'a construit. Et là, mes réactions me parlent de moi-même. Grâce à mes réactions, je vais avoir des éléments qui vont me permettre de mettre en lumière ce que je suis, ce que je porte, mes conditionnements, mes souvenirs, mes héritages, mes blessures, mes peurs, la façon dont je me représente les choses, ma biologie. Nous avons vu aussi que derrière la question qui suis-je, il y a la question de l'ego. Je vous ai donné une définition de l'ego, c'est-à-dire la conception et l'image que j'ai de moi-même, qui fonctionne un peu comme une interface d'image entre nous et le monde. Et cette interface d'image, ça va être un filtre plus ou moins transparent, plus ou moins déformant, plus ou moins opaque. Et en fait, nous sommes ce que nous sommes avec toutes les facettes qu'on a vues, de notre construction, de notre histoire, de nos conditionnements, de notre façon de penser. Et en fait, notre ego, qui est une interface et qui va montrer ce que nous sommes, ça va refléter plus ou moins fidèlement ce que nous sommes. Par moments, parce qu'on va avoir des peurs, on va vouloir montrer autre chose que ce que l'on est à l'intérieur. On va mettre des masques, on va mettre des armures. D'où cette question de transparence. L'ego, opaque ou transparent, on peut se poser la question, où est-ce que je place, où est le curseur dans ce que je suis en train de vivre, dans quelle mesure je suis en train de me montrer tel que je suis, de façon transparente, je suis ce que je suis, et dans quelle mesure je maquille, je masque, je cache ce que je suis. Alors cette question qui suis-je, que suis-je, on a là vraiment des pistes très efficaces qui vont nous permettre d'y répondre. Comment accéder à qui je suis, à ce que je suis réellement? Eh bien, c'est à travers la réalité de ce que je vis et de comment je le vis réellement. J'accède à la réalité de ce que je suis à travers les éléments de réalité de ce que je vis. Et on va voir du coup clairement des réponses à qui suis-je en termes de la conception et l'image que j'ai de moi-même et des réponses à la question de que suis-je en termes de ce que je suis, ce que je porte, ce qui me constitue, ce qui m'a construit. Dans cette perspective, on va un peu plus avant dans le cours parler des émotions.